Monsieur Éric Vatremez, associé directeur général de EY. C'est fini. Désolé. On va changer. Monsieur Patrick Dufy-Biban, entrepreneur. Quatre dirigeants qui, chacun depuis sa filière, incarnent la question même que le professeur a placée au cœur de son propos. Comment faire émerger de notre tissu économique des champions capables de conquérir le continent? Mesdames, Messieurs, notre discussion suivra un fil simple, en 3 temps, qui épouse les 3 verbes de la leçon. Transformer, certifier, conquérir. À chacun de ces temps, une seule et même question posée à tous. Une seule et même question posée à tous, et 4 regards pour y répondre. Nous chercherons moins le consensus que la vérité du terrain. Ce qui marche, ce qui bloque et ce qu'il faudrait changer dès demain matin. Tout le monde est assis. La première question, monsieur, que je voudrais adresser à chacun d'entre vous, c'est la suivante. De votre expérience concrète de dirigeant, quel est aujourd'hui le verrou numéro 1 qui empêche votre entreprise ou votre filière de transformer davantage sur le sol gabonais? Et qu'est-ce qui, très concrètement, le ferait sauter dès 2026? La parole, vous avez des micros. Alors, je commencerai par M. Batelot. Merci, professeur. Quoi dire de plus après le discours du président Lafay qui était très éloquent, après la leçon inaugurale du professeur ici? Tout est dit en réalité. L'un des verrous auxquels nous faisons face, c'est la compétitivité. La compétitivité ne se décrète pas, elle se travaille au quotidien. Et les leviers sont importants et présents au Gabon. En réalité, c'est le diable de l'économie. Si on n'arrive pas à être compétitif, on perd de l'argent. Notre défi n'est pas la production. On sait produire. Les technologies sont en place et sont disponibles partout. Quand on les a pas au Gabon, on sait les acheter. On sait acheter des brevets. Et le président d'ailleurs l'a dit, le vrai problème est dans l'exécution. C'est dans l'exécution que l'on part se battre pour toutes les marges. Si votre produit n'arrive pas à être vendu sur le marché gabonais, le marché africain, le marché international, ben toute votre production ne sert à rien, vous perdez de l'argent. Donc le premier défi de la transformation, c'est la compétitivité. Bien sûr, il faut avoir ce marché. Et comment on travaille la compétitivité? Déjà, en partie dans les usines, on s'est modernisé, on s'est automatisé. Il faut avoir des équipes, du personnel qualifié qui fabrique bien du premier coup, sans avoir beaucoup de gaspillage dans les chaînes de production. Et une fois que vous avez produit, que vous avez un produit de qualité, la qualité, c'est le sujet d'après, est quasiment un prérequis. Il existe dans tous les standards de production. Donc on reviendra dessus puisque c'est la question d'après. Une fois que vous avez votre produit, comment vous faites pour le faire aboutir chez le client? Et là, on parle de ce corridor, le corridor logistique. Il est important, ce sont les routes, ce sont les voies de chemin de fer, mais c'est surtout les ports. Et après, on a aussi un positionnement stratégique des usines. Partout dans le monde, si je parle de notre métier des mines et de la métallurgie, beaucoup d'usines sont installées au bord de mer parce que le coût logistique maritime est le moins cher par rapport au fret ferroviaire et le fret de camion classique. Donc ça ce sont des questions qu'il faut résoudre en amont avant l'investissement. Une fois que vous avez
régler ces problèmes de compétitivité, vous êtes le meilleur au monde. Il n'y a personne qui peut vous atteindre. Si votre produit a la bonne qualité, votre produit a le coût le plus bas, vous êtes le champion né. Voilà ce que je peux apporter comme première réponse à ce stade. J'ai compris qu'on n'avait que 3 minutes, je ne sais pas si je l'ai fait. Mais on pourrait parler de ce sujet longuement et beaucoup plus en détail, mais je m'arrête là, professeur. Merci. Peut-être la même question à M. Dimitri Ndjebi. Merci, professeur. Je fais mienne également les observations formulées par l'administrateur, directeur général Batolo. S'agissant des principales difficultés éprouvées, et plus spécifiquement celles ayant trait au secteur bancaire, il est à noter avant toute chose que nous occupons une place essentielle dans le financement du secteur privé. Le secteur privé, qui contribue pour plus de 80% à l'économie gabonaise, n'a besoin d'essor et de compétitivité que parce que ce dernier dispose de financement, lequel financement naturellement va être étalé de l'idée de création de l'entreprise à travers le capital d'amorçage, son développement à travers la consolidation et la formation de son capital productif, mais également lorsqu'une entreprise a grandi et l'horizon qu'offre l'ASLECAF permet naturellement à l'entreprise, et particulièrement au Gabon, d'envisager de s'exporter. Et pour s'exporter, il faut être financé. Et c'est à ce titre que, au titre des défis que nous avons, qui sont essentiels pour accompagner ce triptyque dans la vie d'une entreprise, nous avons la question de la sécurité juridique. Parce que les fonds que nous mettons à la disposition des clients viennent de l'épargne d'autres clients, naturellement, lorsque nous peinons à recouvrer les crédits qui ont été précédemment consentis aux clients du secteur privé pour accompagner leur développement et la formation de leur capital nécessaire à leur compétitivité, ceci constitue un frais essentiel. Un frais essentiel, et pour illustrer mon propos, aujourd'hui sur 5 crédits qui sont faits au secteur privé, malheureusement, un 5e finit en crédit contentieux. Et ceci constitue un frein. Un frein d'autant plus essentiel que lorsque nous sommes amenés à accompagner le secteur privé, les exigences sont davantage élevées et ceci est de nature à participer à l'accroissement du coût du financement qui peut peser sur la compétitivité. Et il nous semble donc opportun pour lever ce verrou que des réformes majeures sont entreprises sur le plan juridique afin donc de protéger les financements qui sont accordés en permettant par exemple que la question de la réalisation de la garantie soit rendue beaucoup plus facile pour que les banques aient la sécurité nécessaire, mais aussi, à mon sens, il est important de pénaliser les mauvais débiteurs. Parce qu'il est dommage de constater que les banques font confiance à certains acteurs économiques, mais ces derniers, malheureusement, par manque peut-être de patriotisme économique, vont aller de banque en banque en laissant des ardoises, et ceci est fortement pénalisant. Donc, pénaliser les mauvais débiteurs à travers, pourquoi pas, la publication d'un cadre législatif coercitif, et de l'autre côté, favoriser également les procédures de recouvrement pour que les banques soient davantage mises en sécurité et également privilégiées dans le développement d'un tissu économique privé. Merci. Merci, M. Dimitri Ndjebi. M. Patrick Vatronez. Oui, merci beaucoup. Oui. Écoutez, je vais justement rebondir sur ce que vient de dire Dimitri par rapport aux problématiques du secteur financier, du financement, et aller aussi dans le sens de ce qu'a dit Léo sur la mine. En fait, le principal verrou n'est pas la ressource. Le Gabon en regorge. Ce n'est pas non plus l'ambition. Les entrepreneurs gabonais en ont. Le principal verrou, c'est justement la confiance. En fait, la confiance dans les délais, la confiance dans les règles, la confiance dans la capacité à financer durablement la croissance. Donc nous parlons beaucoup de transformation, notamment de transformation industrielle, que ce soit dans l'agro-industrie, dans la métallurgie, dans la pétrochimie, etc. Mais une usine ne se construit pas uniquement avec du béton et des machines.
Elle se construit avec une visibilité à 10 ou 15 ans. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises consacrent davantage d'énergie à gérer leur trésorerie qu'à préparer leurs investissements. Et les banques courent derrière leur argent aussi, d'ailleurs du reste. Une entreprise qui attend plusieurs mois pour obtenir une autorisation ou pour être payée reporte ses projets, diffère ses recrutements et renonce parfois à investir. C'est pourquoi je suis convaincu que la première matière première que nous devons produire au Gabon, et on y a travaillé avec le HCI déjà, c'est la confiance. Cela passe par un environnement où les règles sont stables, où les procédures sont digitalisées, où les délais sont garantis et où l'administration devient un accélérateur plutôt qu'un frein. Mais notre ambition doit être encore plus grande. Le Gabon ne doit pas simplement transformer davantage de bois, de manganèse, de fer ou de produits agricoles. Le Gabon doit devenir un hub industriel et de services pour toute l'Afrique centrale. Notre stabilité retrouvée, notre façade maritime, notre position géographique et nos ressources nous donnent cette opportunité historique. Donc mon engagement en tant que vice-président de la FEG en charge du développement durable et d'héritage, mais j'en parlerai au niveau des champions nationaux tout à l'heure, est d'accompagner les entreprises gabonaises dans cette transformation en renforçant leur gouvernance, leur crédibilité financière et leur capacité à attirer les investisseurs. Donc la transformation industrielle commence toujours par une transformation du climat des affaires. Merci. Merci. La même question à M. Patrick Dufy-Houdon. Merci. Disons que je vais faire comme les autres, hein, en restant un tout petit peu dans mon secteur. Mais lorsque je regarde la foule, j'ai du mal à parler de mon secteur parce qu'il s'agit de l'énergie. On me dira après pourquoi est-ce qu'il y a les coupures. Ça va être grave. Vous voyez. Alors, moi j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas suffisamment de passerelles mises en place entre l'État, les entrepreneurs et même ceux qui pensent à développer un certain nombre de choses. Il y en a qui pensent, mais où il n'y a pas réellement de plateforme, de passerelle. La FEG existe depuis un moment. La Chambre de commerce existe elle aussi. Il y a d'autres associations. Il y a un certain nombre de choses qui ont souvent été faites, mais la mise en relation réelle entre ceux qui veulent faire des choses pour développer le pays. On parlait d'ailleurs tout à l'heure, les banques qui se démêlent, elles aussi, mais qui commencent par ne plus faire confiance parce que derrière, il faut un véritable support. Moi, je suis dans le domaine de l'énergie. J'ai commencé par être un employé autrefois. J'ai développé, j'ai 3 usines aujourd'hui. Je suis le premier fabricateur de transformateurs en Afrique noire aujourd'hui, si je peux me permettre de parler ainsi. Mais cela n'exclut pas que nous avons des villages, des villes et une bonne partie de notre pays dans le noir. Dans le noir parce que tout simplement nous fabriquons une marque gabonaise. Il y en a qui préfèrent se laisser aller par ce qu'on raconte, mais pas par la pratique, se dire « Tiens, j'ai déjà utilisé ce transformateur, il marche bien. Je l'ai depuis plusieurs années. » Moi, j'ai eu l'idée et j'ai pris le risque de créer, d'aller à l'industrie. Mais je n'ai aucune passerelle pour que je me retrouve au devant de la scène aujourd'hui pour dire oui, ce produit gabonais peut être celui qui peut, n'est-ce pas, pallier à un certain nombre de situations. Je ne peux pas le faire. Je fabrique les transformateurs, je fabrique les poteaux électriques et les postes préfabriqués. Mais ce matériel, aujourd'hui, nous avons des villes dans le noir parce qu'il faut partir de très loin pour le ramener au Gabon. Mais je suis sûr qu'une partie de la salle n'était même pas au courant que ces produits sont faits ici. Nous arrivons d'ailleurs, par la même occasion, à traverser nos frontières tout seuls. On va vendre nos produits au Congo, on va en Guinée équatoriale, au Cameroun, mais il n'y a pas cette plateforme, il n'y a pas de passerelle pour nous accompagner, pour mieux faire. J'hésitais ce matin pour dire est-ce qu'il n'y aura pas une rencontre de plus, parce que ces passerelles-là, véritablement, est-ce qu'on réussira cette fois-ci?
Mais je pense qu'au-devant de la scène, il y a quelqu'un avec qui je discute tous les jours depuis des années, M. Alain Kouakoua, qui a su se battre aujourd'hui et que je félicite parce qu'il vient d'être élu. Et je ne devais pas arriver parce que je voulais que les choses changent. Je fais partie de ceux-là qui estiment que l'État doit beaucoup plus s'impliquer parce qu'il y en a qui ont pris des risques, qui y arrivent. Si l'État s'implique pleinement, les banques font confiance, je pense que le reste pourrait aller. Je vous remercie. Merci, M. Patrick Biban. Avant de passer à la deuxième question, peut-être que M. Batolo a un complément. Merci, professeur. En prenant la parole tout à l'heure, j'ai volontairement orienté la question vers la finalité de la production, la transformation, c'est-à-dire le marché et la compétitivité. C'est un aspect très important de la question. Mais avant de produire, il y a un moteur. La transformation ne se fait pas tout seul. Une usine qui tourne dans un village ne transforme pas le village. Nous avons besoin, aujourd'hui, maintenant, encore plus qu'avant, de parler de l'écosystème qui fait en sorte qu'une transformation forme l'économie et l'écosystème tout entier. Parce que quand on parle de transformation, certaines de transformations se font dans des usines. Et une usine, elle peut être automatisée. Et beaucoup d'usines sont souvent automatisées. Aujourd'hui, on a même des robots avec intelligence artificielle qui transforment des produits sans avoir un impact réel sur l'écosystème. Donc ce sur quoi nous devons nous appesantir, c'est comment on crée l'écosystème qui emmène la transformation sociale, la transformation de tout notre environnement. Et c'est ça qui est important à débattre également. Si je prends un exemple de la société que je dirige, 50% de nos prestations récurrentes sont faites par PME autour de nous. Mais pour ces PME, on a besoin de les faire grandir, donc on crée l'écosystème, on fait les formations, on amène les exigences en termes de sécurité, en termes d'environnement, en termes de qualité de produits, en termes de qualité de service, et c'est tout cet écosystème qui fait que lorsque, par exemple, j'embauche 2000 personnes, autour de moi, il y a 6000 personnes qui travaillent. Et on a besoin d'investir sur l'écosystème et chaque acteur qui contribue à l'écosystème doit également avoir conscience de son niveau de responsabilité dans la chaîne de la transformation de la valeur. Donc, je voulais juste revenir sur l'écosystème qui doit être construit de manière responsable et avec tous les gens qui entourent l'acteur principal. Il suffira pas de dire on a mis une usine, on a la transformation. Il faut aller chercher le capital humain, former le capital humain et créer toute la chaîne qui fait en sorte que l'écosystème fonctionne. Voilà, je voulais recompléter ça. Merci, M. Batolo, pour ce complément de réponse. Alors, messieurs, la ZLECAf, on l'a vu tout à l'heure, promet un accès préférentiel à 1,4 milliard de consommateurs, à condition, bien sûr, de maîtriser les règles d'origine, la certification et les corridors. La deuxième question est la suivante. Pour exporter vers un marché africain voisin, quel est, à votre avis, le premier frein d'une entreprise? Est-ce la norme, la douane, le transport ou le financement? Et si vous ne deviez désigner qu'une des réformes prioritaires pour faire de votre voisin son premier client, quelle serait cette réforme? Monsieur Patrick Biban, peut-être, pour inverser. Merci. Alors, l'effort à réaliser avec des voisins, j'ai la particularité, c'est parce que moi, j'ai délocalisé l'usine de fabrication de poteaux parce que je travaille avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Je le disais déjà au départ, ce n'est pas du tout facile parce qu'il y a les mécanismes qui relèvent de l'État, pas seulement des entrepreneurs que nous sommes ou les chefs d'entreprise. Nous avons profité certainement de la proximité, du fait qu'on connaissait déjà un certain nombre de choses. Nous avons étudié un système, comme on l'a dit tout à l'heure, la ZLECAf.
Lorsqu'on a créé des industries, on se disait le Cameroun, c'est beaucoup plus grand que le Gabon. Et donc, en matière de chiffre d'affaires, ce sera plus intéressant, effectivement, que nous allons au-delà du Gabon. Nous le faisons avec le Congo y compris. Mais le problème n'est pas forcément chez nous la douane. Personnellement, j'estime que dès l'instant où on a institué un certain nombre de choses, l'État a déjà dit, la douane, voici ce qu'il faut faire pour parler simplement. Notre rôle est également de tirer un peu plus haut, de voir comment ça se passe ailleurs. Peut-être, il y en a peut-être que ça fait peur, ce mélange-là, en parlant des voisins. Je pense que le Gabon a toute sa place lorsque nous parlons, n'est-ce pas, d'introduire, d'entreprendre autour de nous. Mais vous savez, c'est d'abord culturel. C'est d'abord culturel, traverser la frontière. C'est même d'abord culturel de faire les affaires. Être un commerçant, ce n'est pas dans nos gènes. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons. Peut-être parce que ça a été tellement dur avant qu'aujourd'hui, nous arrivons à coopérer et nous ne demandons qu'à aider l'État parce que nous, on a pris les devants de traverser les frontières sans aide, quoi. Voilà. Monsieur Vatremez, oui. Oui, je vais aborder dans ton sens, parce que quand je vous vois tous ici, je pense qu'il y a largement plus d'un millier, presque 2000 personnes ici. Je pense que je suis arrivé il y a plus de 20 ans au Gabon. L'esprit d'entreprise n'était pas encore là, mais je pense que c'est plus que là. Et je parlais de hub tout à l'heure, que notre pays qui regorge de ressources, c'est pas avec un marché de, on dit 2 millions, 3 millions, 4 millions. Notre ministre, elle est très optimiste, elle part à 4 millions, mais peu importe. C'est pas avec ce marché-là qu'on va avoir des investisseurs qui vont venir, locaux et internationaux, investir des centaines de millions de dollars dans des entreprises, dans des usines pour transformer nos ressources. Il faut que le marché il soit global et avant toute chose, il faut qu'on pense à notre marché africain. Donc cela, je peux vous dire, je suis très fier de vous voir ici aujourd'hui. Je pense que vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes tous venus, c'est que vous y croyez. Et donc, le premier obstacle pour l'exportation, c'est pas la frontière. C'est effectivement, j'avais dit, c'est le mindset. C'est encore une fois, c'est la confiance. Et n'oubliez pas qu'on parlait de l'ASLECAF, des normes et tout. Aujourd'hui, un client africain, il n'achète pas seulement un produit. Évidemment, il faudra que le produit soit un bon rapport qualité-prix, sinon il ne va pas le prendre. Et ça, on a d'autres choses à dire. Mais je pense qu'il achète une qualité, une traçabilité, une gouvernance, une réputation. Donc dedans, il y a des certifications, mais il ne faut plus les percevoir comme de simples contraintes administratives. C'est devenu un passeport commercial pour les entreprises africaines. Mais moi, je voudrais partager une conviction, parce qu'en ce moment, on parle de transformer des ressources, donc de faire des métiers qu'on n'a jamais fait ici. Donc, beaucoup pensent que nous devons d'abord former toutes ces compétences avant d'attirer les investisseurs internationaux. Mais moi, je pense exactement l'inverse. Il faut d'abord attirer les meilleurs investisseurs parce qu'ils possèdent précisément ces technologies, les savoir-faire, les compétences dont nous avons besoin. En revanche, il faut qu'on mette un partenariat clair. Le président parlait partenariat. Quand il y avait les deux présidents, le président Macron et notre président ici, parlaient de partenariat gagnant-gagnant. Il faut qu'on arrête de prendre nos ressources, d'amener juste des travailleurs étrangers et puis après de repartir. Il faut qu'il y ait justement une vision d'apporter des capitaux, des technologies, des méthodes de management, mais ils doivent former notre jeunesse. Aujourd'hui, le problème essentiel, c'est qu'il faut former notre jeunesse, sinon c'est notre jeunesse qui va nous mettre dehors. C'est très important. Donc chaque grand projet industriel devrait intégrer un véritable programme de transfert de compétences avec un calendrier progressif de montée en responsabilité des talents gabonais. Et ça, la FEG, avec l'ancien président, Henri-Claude Yima, et le président Kouakoua, y travaillent. Et l'État aussi, pour qu'on ait cette montée en puissance des Gabonais. L'investisseur étranger ne doit pas seulement laisser une usine derrière lui, il doit laisser une génération de compétences. C'est ça qu'on doit faire. Et il ne faut pas qu'on s'oppose
Les Gabonais avec les étrangers, il ne faut pas qu'on s'oppose. On a besoin de l'étranger. On ne pourra pas se développer tout seul, mais on a besoin d'un vrai partenariat gagnant-gagnant. Donc la réforme prioritaire que je défends, elle est simple. Faire de la certification, de la formation et du transfert de technologie un pilier de notre politique d'attractivité. C'est ça le point vraiment essentiel que je propose. Et donc qui est, si vous voulez, un peu en clôture, notre richesse, parce que j'aime le développement durable, ne sera durable que lorsque nos ressources naturelles auront été transformées en compétences gabonaises. Merci. Merci. Si M. Batolo, M. Ndjebi souhaitent également aborder cette deuxième question. Merci, professeur Méjoui. Alors, cette deuxième question est doublement importante. Tout d'abord, comme je l'indiquais dans mon propos liminaire, donc on a réglé la question de la sécurité juridique pour permettre aux opérateurs économiques gabonais de bénéficier du plein potentiel de la ZLECAf. Il est également important de garantir la fluidité dans la circulation des flux financiers. Tout naturellement, avoir du capital financier est une chose. Produire mieux et à meilleur coût nécessite également l'acquisition d'un certain nombre d'intrants rapidement. Et cette question de rapidité nécessite qu'en amont, les approvisionnements également soient garantis. Aujourd'hui, il est très dommage de constater que beaucoup d'opérateurs dans la sous-région, même dans le pays autant que moi, ceux qui commencent à émerger, peinent à s'approvisionner à l'étranger pour consolider leur chaîne de production, simplement parce qu'il y a des frais majeurs dans l'obtention de devises. Et pour moi, si nous devons compétir avec d'autres opérateurs économiques dans le cadre de ce large marché, je pense qu'il est important. Il est important également que sur le plan monétaire, des réformes majeures puissent être entreprises pour que l'investisseur qui apporte ses capitaux sur le Gabon, même s'il a la sécurité juridique est garantie, il faut qu'il ait l'assurance qu'en termes de sortie, s'il doit remonter les fonds qu'il a investis localement, ça puisse être fait en toute fluidité. Et ce verrou, une fois levé, à mon sens, devrait servir d'accélérateur pour garantir un afflux massif de capitaux, pour permettre aux opérateurs économiques gabonais de pouvoir accroître leur base productive et donc derrière d'aller compétir avec d'autres opérateurs sur ce large marché. Merci. Merci. M. Batolo, vous souhaitiez prendre également la parole sur ce thème? Oui. En fait, on n'a pas le choix. En réalité, pour exporter, il faut des produits certifiés. On ne saura pas gagner la compétition de l'exportation si on n'a pas des produits qui sont certifiés. Il n'y a personne qui achète un produit sans demander la fiche technique du produit. Donc, dans toutes les chaînes de production, on élabore la fiche technique. Même quand vous achetez un yaourt ou n'importe quoi, vous avez la description du produit et avant de l'exporter, donc il faut des certifications. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs acteurs dans la certification. Les ISO ont été les plus connus, ISO 9000, 14000, 50000. Tout ça, ça existe depuis longtemps et ça permet de donner la confiance. On parlait de confiance. Quand vous savez que vous êtes certifié ISO quelque chose, vos clients ont confiance en vous parce qu'ils ont une référence internationale et disent que ces produits sont fabriqués selon un certain nombre de standards. Et donc, ça contribue à la confiance qu'il faut pour avoir des clients. La même confiance qu'il faut pour faire venir des investisseurs. Après, donc pour faire venir des investisseurs, il faut garantir, il faut que le pays donne des gages de confiance, de transparence, de sécurité. Et après, une fois que vous avez le produit, vous devez aussi intéresser les clients à l'extérieur. Donc, on n'a quasiment pas le choix. C'est presque un passage obligé. Certaines certifications, d'ailleurs, sont en train d'évoluer. Comme ILOC, par exemple, est en train de partir vers une nouvelle certification qui s'appelle IRMA.
Initiative for Responsible Mining Assurance. C'est la différence avec les ISO. Qu'est-ce que c'est? C'est que dans ISO, vous avez une institution qui certifie, et dans IRMA, vous avez la société civile, vous aviez les banquiers, et vous avez d'autres acteurs qui rentrent là-dedans pour dire, voilà, ce produit est élaboré. Et dans le bois, d'ailleurs, il y a ces certifications qui font réputation et qui donnent une grande image à l'opérateur et qui garantissent. Donc, on est obligé d'avoir des produits qui sont certifiés et rentrer dans des processus de certification nationaux et internationaux pour garantir, pour être sûr qu'on est capable de pouvoir vendre ces produits à l'international. Voilà ce que je voulais apporter comme complément. Merci. Merci, messieurs, pour ces réponses au deuxième thème. Nous allons boucler peut-être, avant de prendre quelques contributions de la salle, nous allons boucler avec un dernier thème, celui de comment on fait pour bâtir les champions nationaux, les champions continentaux. Effectivement, le professeur a posé l'équation tout à l'heure dans sa leçon en disant « l'État pose le cadre, le secteur privé exécute ». Messieurs, pour atteindre la taille critique d'un champion continental, gouvernance, fonds propres, accès au crédit, de quoi avez-vous réellement besoin de la part de l'État, des banques et de vos pairs? Et surtout, qu'êtes-vous, vous, prêt à engager dès cette année? Monsieur Éric Watermez commencera. Merci. Ça me donne l'occasion de corriger l'erreur de départ. Ce n'est plus EY ou le groupe Ernst & Young. Certains cabinets mondiaux ont décidé, c'est leur choix, de quitter les réseaux, de quitter l'Afrique francophone. Et nous avons décidé, les associés africains du réseau, du Sénégal à la RDC, de nous mettre ensemble et de créer 2 réseaux. Donc vous avez le réseau Heritage, et en plus le Gabon a la chance de présider le réseau Heritage, qui couvre l'audit et le conseil financier. Et vous avez un autre réseau qui est présent aussi ici aujourd'hui. Je vois beaucoup des collaborateurs très impliqués, le réseau Helios, qui est en charge de tout ce qui est le conseil juridique et fiscal, et donc et le conseil tout court. Donc je pense que c'est vraiment une chance. On a des champions, ces champions nationaux se sont faits parce que c'est la volonté des hommes et des femmes qui travaillent depuis des décennies sur ce continent de se mettre ensemble et d'avancer. Donc comme l'a dit le président Kouakoua, les champions nationaux ne se décrètent pas, ils se construisent. Nous sommes construction, s'appelle Heritage. Certains blaguent sur mon prénom, c'est faux. C'est surtout parce que c'est l'héritage de ce que l'on a pu... C'est le partenariat gagnant-gagnant. L'héritage de ce que l'on a pu apprendre avec le grand groupe qui est EY, qui nous a formés, qui nous a appris. Mais maintenant, il est temps qu'on rende à notre continent ce que l'on a appris et pouvoir être plus agile et par la maîtrise de tout le contexte local. Donc, ces champions nationaux se construisent avec des entrepreneurs donc audacieux, il faut de l'audace, ils se construisent avec des banques qui financent la croissance, et aussi ils se construisent avec un État qui apporte de la prévisibilité, ce qu'a dit le vice-président Barrault-Chambrier tout à l'heure. Je vais noter. Ils se construisent avec des investisseurs internationaux qui transfèrent leur technologie, mais ils se construisent, parce qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, même le professeur Ecomier n'en a pas parlé, aussi en faisant grandir les milliers d'entrepreneurs qui évoluent aujourd'hui dans l'économie informelle. C'est un point, on n'y arrivera pas si on n'arrive pas à arrimer l'informel, parce que plus de la moitié de notre économie, plus de la moitié reste informelle. Et pour moi, ce n'est pas uniquement un problème, c'est le plus grand vivier de futurs champions nationaux. Notre objectif ne doit pas être de sanctionner l'informel, pas du tout. Notre objectif doit être de rendre le secteur formel plus attractif que l'informel. Et c'est ce que nous faisons à la FEG, et nous sommes heureux que vous soyez là. Et ceux qui n'ont pas encore rejoint la FEG, rejoignez-nous, parce qu'on est fort que quand on est ensemble. Donc, une entreprise, parce que je le rappelle, une entreprise qui se formalise doit accéder plus facilement au financement. Si vous êtes dans l'informel, vous n'irez pas voir mon voisin. Ce n'est pas possible. Donc, au marché public,
Si vous êtes dans l'informel, vous n'aurez pas les marchés publics, et aux marchés régionaux et à l'exportation. Donc c'est ainsi que nous créerons une véritable trajectoire de l'entrepreneur individuel jusqu'au champion régional. Parce que le professeur Ecomier l'a dit, il faut faire des conglomérats, il faut se mettre ensemble. Donc, vous voyez, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, avec la FEG et avec aussi Heritage, nous continuerons à accompagner les entreprises gabonaises avec les meilleurs standards. Il faut que je répète Heritage, ça rentre un peu dans le... accompagner les entreprises gabonaises vers les meilleurs standards de gouvernance, de certification et de performance. Et n'oubliez pas, il y a aussi le réseau Helios, on est deux. Donc maman enseignant a été fertile. Donc nous contribuerons à rapprocher les investisseurs internationaux des entrepreneurs locaux afin que chaque grand investissement devienne aussi un investissement dans les compétences gabonaises. Parce que notre mission n'est pas seulement de produire au Gabon, notre ambition est que le Gabon devienne la plateforme de référence depuis laquelle on produit, on innove, on finance et on exporte vers toute l'Afrique centrale et l'Afrique et au-delà. Merci. Monsieur Batolo, peut-être sur la même question. Oui. Alors, je vais commencer peut-être par le dernier aspect de votre question, quel est notre engagement? Alors, l'engagement est de renforcer l'intégration des entreprises, des PME gabonaises. Il y en a beaucoup ici qui travaillent déjà avec nous. Renforcer l'intégration des PME gabonaises dans notre chaîne de valeur. Je vois le président Kwakwa, ça fait depuis 2010 que Mika Service est devenu un grand groupe ACK aujourd'hui, il travaille avec Comilog. Et donc, c'est l'exemple de partenariat qui est très important pour le pays. Et il y en a plusieurs. Donc, on va renforcer l'intégration des entreprises, je vois madame, DG de Transform. On va continuer à renforcer l'intégration des PME gabonaises dans notre chaîne de valeur. Et on va continuer à élargir notre activité dans la mise en place d'un tissu industriel, d'une industrialisation qui n'est pas forcément l'industrialisation lourde, mais on a plusieurs entités dans notre écosystème, qui peut être de la fabrication de pavés pour faire des routes, qui peut être une usine agro-silvopastorale pour fabriquer de l'aliment pour les poulets, rentrer dans l'agriculture, qui peut être une fondation de biodiversité pour la préservation de l'environnement, qui peut être un hôtel. Donc nous sommes engagés, on ne le voit pas assez, mais nous sommes engagés dans la transformation de l'écosystème. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'un écosystème. C'est parce qu'on met en place un écosystème qu'on réveille une industrialisation petit à petit. Et ce moteur, il est lancé. Il faut l'entretenir, il faut le renforcer, il faut continuer à le faire grandir. Nous sommes en train de lancer un pilote à Lastourville pour la fabrication de charbon de bois. Ça n'a l'air de rien, mais un charbon de bois peut se substituer dans les activités métallurgiques au coq que nous importons. Nous importons du coq en Colombie, aux États-Unis. Ça rentre dans le processus de fabrication du silicomanganèse. Oui, parce que nous transformons déjà au Gabon depuis 2000 avec des produits qu'on appelle les agglomérés, et depuis 2015, donc le silicomanganèse. Et à Lastourville, avec CMB, on est en train de mettre en place un four pour améliorer le rendement du bois au Gabon. Toutes les branches que les forestiers laissent, on va les utiliser pour faire du charbon de bois. Ce charbon de bois est un intrant dans la production du silicomanganèse. Donc il y a un four qui est en train de se terminer. On devrait lancer dans les essais maintenant. Et donc tout cet écosystème, il faut le mettre en place parce que c'est cet écosystème qui est l'industrialisation du Gabon et c'est cette industrialisation qui permet de monter petit à petit en puissance pour qu'on puisse avoir un écosystème. Voilà ce qui est de l'engagement. Vis-à-vis des financiers, bien sûr, quand on parle de transformation, on a besoin de beaucoup d'argent. Et cet argent, pour l'avoir, les financiers demandent un certain nombre de garanties.
mais ça veut dire des garanties sur le long terme. Ça veut dire qu'on a besoin de sécurité, de stabilité juridique, de stabilité fiscale, de stabilité douanière sur le long terme pour que les business models que nous faisons avec les banquiers puissent être pérennes et avoir gagné en confiance vis-à-vis d'eux. On pourrait aller encore beaucoup plus loin, mais je n'ai pas envie de monopoliser la parole, professeur. Merci. 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 Avant la pause, peut-être à Monsieur le Président. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons une contribution du président. Quoi, champion national. La salle est pleine. Je voulais d'abord vous remercier. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Alors, le problème de champion national me touche. Je ne suis pas un champion. J'espère le devenir. Mais je voudrais rapidement... Je sais que dans ceux qui se sont inscrits, beaucoup veulent être des entrepreneurs. Et j'interviens, ce n'était pas prévu, parce que j'ai un des membres de la FEG qui m'a interpellé hier ou avant-hier quand on préparait ce forum. Il dit, Président, vous devez un peu parler de vous rapidement, succinctement. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes à ce niveau? Comment vous avez fait? Alors, je voulais vous dire que j'ai une formation de comptable et de financier. Je travaille dans une banque, je travaille dans une compagnie aérienne localement ici. Et un jour, je vais voir mon PDG, on n'était pas d'accord sur les règlements de facture. Et puis je suis rentré le soir chez moi, je pleurais un tout petit peu. Je dis, ça devient un peu compliqué. Mais pourquoi je ne créerai pas mon entreprise? Ai-je la capacité? Je gagnais bien ma vie, hein. J'étais bien payé. Et je me suis dit, bon allez, je vais me lancer. J'ai pris des vacances. Et j'étais financier d'une compagnie aérienne, pour ceux qui l'ont connu, Air Inter. Et j'avais deux gros clients, Elf et Piso Shell. Le DG de Piso Shell, c'était M. Bicalou. Et le DG d'Elf, c'était un Européen. J'étais le directeur financier et je traitais beaucoup avec les banques. J'annonce à M. Bicalou que je vais en vacances, mais je démissionne, je ne reviendrai plus à mon poste. Il me dit, oh, comment ça, Alain? Tu pars pas? Si tu pars, je ne donne plus des facilités à Air Inter. Je dis, non, je suis fatigué. Je pense que je peux être à mon propre compte. Et je suis allé voir le DG de Elf, M. Petit, Philippe Petit ou bien Emmanuel Petit. Oui. Il me dit, oh, ne fais pas ça, tu sais que ce n'est pas évident. Non, je m'en vais. Et je suis parti. 2 semaines après, je reviens. Monsieur Petit m'appelle. Il me dit, monsieur quoi, est-ce que je peux vous voir? Et finalement, vous avez tout doublé. Non, je suis au chômage. Ah, vous êtes au chômage, oui. D'abord, j'étais à Gros-Gabon pour venir mon parcours. Je suis rentré à Gros-Gabon et je revenais d'un stage à Palme Industrie pour le cas des palmiers. Et j'arrive, on vire mon DG, pour ne pas le citer, monsieur Apandina. Le DG qui arrive en désaccord, parce que j'étais responsable du contrôle des gens de l'audit, je démissionne. Je retrouve rapidement un boulot à Air Inter. Mais en désaccord avec le PDG, je n'ai pas fait le syndicaliste pour porter plainte à mon entrepreneur, comme certains le font quand ça ne va pas avec l'employeur. J'ai démissionné et j'ai cherché cette opportunité. Et il me dit, est-ce que je peux te voir à l'Inclaude? Je veux le voir à Elf, là. Elf, c'est pas loin. Elf, elle était à l'époque à Glace, à côté de la pharmacie de Glace, là. Il me dit, j'ai 2 camions citernes au port. Est-ce que tu ne veux pas transporter le carburant? Je dis, mais comment moi? Transporter le carburant? Oui, tu vas au dépôt, au vendo, tu livres. Oh, mais je n'ai pas fait logistique. Il me dit, non, c'est facile. On va te montrer comment ça se passe. Je dis, mon Dieu, on va me voir dans les camions citernes alors que j'avais le bureau. Il avait 2 camions au port et ils avaient des problèmes de distribution, d'approvisionnement des stations. Mais j'ai dit, mais je n'ai pas d'argent. Il me dit, non, on va trouver une solution, t'inquiète pas. Si tu me dis oui, on va voir. Bon, je rencontre le directeur d'exploitation, qui était un Haïtien, qui m'explique un peu le principe. Je dis, oh, pourquoi pas, je vais réfléchir. Et Jean-Baptiste Bicalou m'appelle. Il me dit, allez, mais je t'ai croisé là. Mais finalement, qu'est-ce que tu fais? Je dis, rien. Est-ce que tu ne veux pas transporter le carburant? Je dis, mais comment tout le monde me demande de transporter le carburant? Elf me dit de transporter le carburant. Piso Shell me dit de transporter le carburant.
Oh, non, mais viens, j'ai des problèmes, j'ai trop de machins, les autres là, mais on me vole du carburant, le carburant n'arrive pas dans les stations. Ah, je rentre chez moi, je réfléchis. Je dis, mais pourquoi pas? Mais de comptable et financier, mais voilà maintenant dans la logistique. Je ne connaissais pas la logistique. Et je veux voir finalement les camions à la SNAT, à Ovendo. 2 camions d'occasion que chez elle avait fait venir. Pourquoi pas? Il me dit, bon, écoute, tu n'as pas d'argent? Je dis non, je n'ai pas d'argent. Voilà ma prime, ils m'ont viré. Bon, voilà ce qu'on m'a donné. Je suis parti plutôt, voilà ce qu'on m'a donné. Bon, parce que Agro Gabon m'avait viré. Je n'étais pas un bon exemple, on m'a dit de partir. J'ai traîné un peu, j'ai trouvé du travail à Air Inter. Air Inter, j'ai démissionné. Effectivement, le chef d'entreprise ou bien le champion national, ça c'est le cas. Il faut avoir la volonté. Il faut d'abord aimer ce qu'on a envie de faire. Me voilà maintenant en train de prendre les camions, 2 camions, vouloir transporter du carburant, aller prendre le matin, tous les jours moi-même, un ancien DAF, aller prendre les bons, comme tout le monde, on fait la queue, 2 bordereaux, aller livrer les stations-service. Et chemin faisant, j'ai acheté un camion. Et un jour, un ami me dit, je vais voir un ami, il travaille à Banque de Paris-Bas Gabon. Je suis là, je le vois, un collègue de l'université, un ancien ministre, qui est là, il me dit, mais je vais le voir, je dis, mais est-ce que je peux avoir un crédit? Il me dit, tu fais quoi? Je suis une PME à titre, c'était une SARL. Et ça s'appelait Mika Transport. Mika, c'est le petit nom du village de ma mère, Mika Mona. Donc j'ai pris Mika la racine, donc Mika Transport. Il me dit, mais nous on ne traite pas avec les petites entreprises ici. Je dis, mais comment ça? J'ai besoin de 200 millions. Il me dit, comment? Tu vas acheter les camions? Je n'avais pas de bilan, moi-même je faisais mes chèques, j'avais rien. Et puis son chef rentre dans le bureau. D'abord la secrétaire dit à mon collègue qui était DGA de la banque, il me dit, ah, le chef vous appelle. Le chef c'était M. Oyima, pour des raisons de service. Et il s'en va, il revient, et puis je crois qu'il parle de moi, et puis le chef me dit, il veut me rencontrer. Il me dit, tu veux faire les affaires, tu fais quoi? Ah bon? Qu'est-ce que tu as? Je dis, je n'ai rien, mais je cherche l'argent. Il me regarde. Il me dit, bon, tu veux acheter quoi? Je lui dis, je vais acheter des camions, on me demande d'augmenter mon parc. Et so, il m'apprend son téléphone, appelle une dame qui était directrice à BGFI au Vendo. Et il dit à sa directrice, je n'avais pas de compte à BGFI. J'étais à l'époque à l'UGB. C'était mon compte d'étudiant qui était là-bas depuis. J'avais, je ne sais pas, peut-être 850 000 ou 450 000, j'avais rien. Parce qu'il fallait payer les traites, donc à la fin, il me restait à peine 500 000 ou 450 000. Et M. Ima demande à la dame qui était directrice d'Ovendo de me mettre un découvert de 100 millions. 100 documents. Il me dit, Monsieur Ima me dit, tu vas rembourser? J'ai dit oui, monsieur le directeur général. Tous les soirs, je prendrai de l'eau sucrée avec du pain, mais je rembourserai mes échéances. Monsieur Ima est là. Mika a grandi. Mika se retrouve par hasard dans un chantier où je rencontre M. Abeke que je ne connaissais pas. Je préfère vous dire d'être pragmatique avec vous. Il me regarde. Et vous faites quoi? Je dis, je suis entrepreneur. Vous faites quoi? Je livre le carburant. Et c'était à Lambaréné. Ils étaient en train d'ouvrir ma boumine. Et j'avais un beau-frère qui travaillait à le groupe Sogafri qui me dit qu'on l'a contacté. Est-ce que tu ne veux pas faire les routes? Je dis, oh, mais ce n'est pas mon métier, ça. Oh, non, mais tu achètes un tractopelle, j'ai des engins ici, un camion, tu ouvres la route et puis tu vas faire. Ah bon? Oui. Je rencontre le directeur de Maboumine, qui était un Gabonais. Il me dit, oh non, on va faire des routes et tout, comme vous êtes à la monnaie. En fait, je livrais aussi toutes les stations de RTL Monnaie. J'avais eu un contrat, donc RTL, pas RTL Monnaie, RTL ou Celtel. Je livrais tous les postes de transformation là. Des pylônes. Et on se retrouvait dans la zone. Et j'ai donc, pour faire la piste pour aller au pylône, il me fallait un camion et un tractopelle. Donc ils m'ont trouvé vers la marine en train de me faire une route. Tu fais des routes, oui. Mais on t'attend. Est-ce que tu peux venir à Comila? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'y arrive. Effectivement, ce
C'était toujours Mika Service, c'était toujours Mika Transport avant de transformer l'objet social de la société et de passer à Mika Service. Appel d'offres. C'est un marché de 4 milliards, 6 milliards pour faire les talwegs et les routes. Mon Dieu, mais je ne suis pas bon là. Ben, il faut essayer. Je m'entoure d'un Gabonais, un topographe, Staff Gabon, M. Manjoudi, on me donne un contact. Et je participe à l'appel d'offres de Comilog. Mais il y avait les grands majors, il y avait Sobeya, il y avait Colas. Et il y a un monsieur dans la salle qui est ici, qui était M. Batolo, je l'ai connu, il était aux investissements, aux travaux. Il venait d'arriver de l'expatriation. Il y avait un directeur européen et lui, il était l'adjoint. Et le Gabonais me dit, hey, mon frère, on t'a écarté. Je dis, comment ça? Le directeur de l'usine, enfin le directeur non, pas la carrière, la production, la transformation, ils ont choisi Sobeya. Je dis, ah bon? Mais comment ça? Ah ben, il a choisi Sobeya. Il a dit, toi là, tu n'as jamais fait ça, donc tu n'as aucune référence. Mais je te conseille, est-ce que tu connais M. Abeke? Je dis, je ne connais pas. Va le voir. Et ils avaient un Européen qui s'appelait M. Clou, directeur des achats. Un monsieur grincheux, vraiment difficile. Je cogne à sa porte, je le vois. Il me regarde comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, mais je voudrais vous rencontrer. Et puis il me reçoit. Je dis, mais il semblerait que j'étais bien placé sur cet appel d'offres, mais vous avez donné à un grand groupe Sobeya. Il me dit, ah oui, c'est le directeur de l'usine, plutôt le directeur de la mine qui a décidé de donner à Sobeya parce qu'il n'a aucune expérience. Et je lui dis, mais si je ne commence pas à faire, comment j'aurai l'expérience? Et je suis là toute la journée et on discute. Et entre-temps, je veux voir l'adjoint. Il me dit, je ne peux pas prendre de décision, allez voir l'adjoint du DG. L'adjoint de M. Abeke, c'était un Européen. Je cogne à sa porte. On me demande, attends, vous n'avez pas de rendez-vous? Je dis non, c'est question de vie ou de mort. Il dit, pourquoi? Vous travaillez ici? Je dis non, mais j'ai un dossier, un appel d'offres. On m'a dit que j'étais bien placé, mais semble-t-il que vous avez fait un autre choix. On me dit, ah bon? Comment vous le savez? Je dis, ah bah, vous savez, on m'a dit. Et il me reçoit. Je lui expose. Il me dit, mais comment vous êtes sûr? Oui. Ah bon, oui. Il appelle le directeur de la mine et il appelle le directeur des achats. Il me dit, effectivement, mais bon, mais il ne peut pas le faire, il n'a pas d'expérience. Mais je lui dis, mais il me dit, mais vous savez le faire? Je dis, non, je ne sais pas le faire. Il me dit, alors? Mais j'ai dit, mais je ne sais pas le faire, mais je veux le faire. Il me dit, mais ce n'est pas possible, vous dites que vous ne savez pas le faire. Mais comment vous dites que vous allez le faire? Mais j'ai dit, oui, je ne sais pas le faire, mais je sais que je sais le faire. Je veux le faire. Je sais que je veux le faire, je vais apprendre. Il m'a dit, OK. J'ai dit, bon, moi je repars à Libreville, et puis voilà. On va vous écrire, on va vous appeler. Mais j'avoue que je partais déçu. J'ai pris l'avion et je suis rentré. Et puis en descendant les marches de Comilog, je rencontrais un jeune homme qui m'avait connu au lycée technique, parce qu'au lycée technique, j'étais un champion. Je jouais beaucoup au ballon, donc j'étais capitaine de capot. Il me dit, oh, et il me dit, Capi. Je dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Je travaille ici. Je lui explique. Il me dit, non, non, il faut aller voir M. Abeke. Je dis, je ne connais pas M. Abeke. Ah, c'était un mardi, je crois. Il me dit que M. Abeke part tous les jeudis à Libreville, parce que je crois qu'il assumait aussi CETRAG. Il était directeur de Comilog et CETRAG. Donc, à partir de jeudi, il était à Libreville. Va le voir parce qu'il est pour les opérateurs économiques nationaux, parce qu'on ouvre un tout petit peu cette brèche. Je dis OK. Mais quand j'ai pris l'avion, je me suis dit que j'avais perdu le marché. C'était un marché de 6 milliards. Je dis, bon, c'est pas la peine, je ne l'aurai pas. Et puis quelque chose me dit, va à CETRAG. J'arrive à CETRAG un mercredi, je vois une dame. Vous savez, le réseau aussi fait quelque chose. Hein. Elle était au lycée technique, cette dame. Oh, Alain, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah, je cherche à rencontrer M. Abeke. Ben, écoute, il arrive jeudi. Bon, écoute, je ne sais pas, mais son calendrier est déjà plein. Je ne sais pas si je peux t'avoir un rendez-vous. Je dis, OK. Écoute, essaie, voici mon numéro de téléphone. Effectivement,
C'était un mercredi matin. Le soir, il me dit, il te reçoit, comme il arrive tôt, il te reçoit le premier à 9h30. Il me dit, je lui dis, c'est sûr. Il me dit, oui, il te reçoit. Mais je lui ai dit que tu avais un problème avec Comilog. Et à Mwanda, il y avait l'adjoint de M. Abeke qui était ingénieur, qui était là-bas, un garde. Mais vous savez, le réseau, je ne dis pas ça, hein, parce que ne me copiez pas. Ce garçon, il est de Bitam. J'en parle à un ami, un frère, dont les parents sont très liés. Il me dit, oh, mais non, le gars de Bitam, là, c'est le cousin de maman que tu étais venu à l'enterrement à Bitam, là-bas. Je dis, ah bon, oui. Est-ce que tu peux lui donner un coup de fil? J'ai perdu l'appel d'offres. Mais je ne m'entendais pas avec le gars parce qu'il était un peu dur quand on faisait les appels d'offres là-bas. Il appelle le gars, il me dit non, il ne peut pas décider parce que le comité avait décidé et le directeur de la mine avait choisi Sobéa. Donc, il ne peut pas intervenir. À la rigueur, seul M. Abeke qui peut intervenir. Je dis, ok, d'accord. Alors, il fallait acheter des engins à Tract Afrique. Il n'y en avait pas partout. Il restait 2 engins. 250 millions, 250 millions. Il fallait 2 bulles, les tout derniers bulles, 500 millions. Et vous étiez premier. Et si vous avez 10 jours, si les engins n'étaient pas arrivés à Comilog, Mwanda, c'était le second qui prenait tout de suite le marché. Arrive le fameux jeudi matin, je viens à 9h. Mais je flippais. M. Abeke me reçoit, me fait asseoir, me demande si je prends un café. Et je n'aimais pas le café. Ce jour-là, j'étais obligé de boire le café pour savoir si j'avais la niaque de parler à M. Abeke. Il me dit, alors, jeune homme, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, ah, M. Abeke, j'ai un problème, mais j'ai eu un marché là-bas, et j'ai l'impression qu'on m'a disqualifié. 2 motifs. Je n'avais pas l'expérience et je n'ai pas les machines. Mais les machines, c'est vrai que je n'ai pas l'expérience, mais je peux apprendre et je sais que si j'apprends bien, je peux réussir. Il me regarde. J'ai dit, mais je n'ai pas de machine, mais il reste 2 machines à Tract Afrique pour les besoins de ce chantier-là. Mais je ne peux pas les m'endetter parce que je viens à peine de commencer, je n'ai pas de bilan structuré, je suis une SARL. Il me dit, vous avez rencontré qui à Mwanda? Je vais expliqué, M. Clou, le directeur des achats, et puis son adjoint. Le directeur de la mine m'a viré, comme ça. Il dit, ah bon, oui. Il prend son téléphone, il appelle l'adjoint. Donc il appelle d'abord M. Clou, il parle, je ne l'entendais pas, et puis il appelle l'adjoint. Il dit, effectivement, il était bien placé, mais aucune expérience. Et c'est vrai que j'avais dit qu'au bout de 10 jours, je ne pouvais pas amener 2 machines de 500 millions, je n'avais pas la capacité. Mon compte, il y avait 480 000 francs CFA. Avec 480 000, comment on peut acheter 2 machines à 500 millions? M. Abeke me dit, vous êtes Gabonais? Je dis, oui, oui. Il dit, bon, vous pouvez faire le travail? Je dis, oui, je peux faire. J'ai dit, est-ce que je peux avoir un deuxième café? Parce que là, j'avais l'impression que les choses étaient en train de se verser à ma faveur. Et il dit au directeur des achats, parce que Comilog travaillait beaucoup avec Tract Afrique, parce que toutes les grosses machines de Comilog, c'est Caterpillar. Et Tract Afrique représentait Caterpillar. Il me dit alors, bon, ok, vous allez travailler, mais les machines, je dis, monsieur Abeke, je ne peux pas les m'endetter, mais je ne pourrais pas. Mais à la rigueur, si vous me facilitez de prendre les machines, je peux payer un peu, le temps de me retourner, de mettre un. Il demande à monsieur Mba, pour ne pas citer son nom, de dire au DG de Tract Afrique de l'appeler. Nous sommes à Ovendo. Alors que le monsieur m'avait dit, s'il n'y a pas l'argent, il ne vous donne pas les machines. Le monsieur appelle au bout d'une dizaine de minutes. Oui, monsieur, voilà, il parle. Alors, mais nous avons une PME gabonaise là, qui a eu un marché. Semble-t-il qu'il est venu vous voir. Ah, non, non, non. Si c'est pour vous, monsieur Abeke, il peut venir pour les machines. De fil en aiguille, je suis allé prendre les machines. Je n'ai pas sorti un copec. J'ai remboursé. BGFI m'a accompagné. J'ai remboursé. Un jour, je vois dans l'Union appel d'offres pour édifier le long du chemin de fer l'électricité et l'eau. L'électricité et l'eau.
Je réfléchis. J'ai dit, est-ce que je ne peux pas faire ça? Bon. Je n'ai pas fait l'électricité, je n'ai pas fait eau. Hein? Mais entre-temps, je me suis entouré des compétences en matière de BTP. Sobeya, qui m'avait fait le concours, je suis allé voler, j'ai débauché le directeur technique, un Européen, M. Jolibois. Et c'est celui qui avait répondu à l'appel d'offres, et c'est celui qui avait dû travailler pour Mika. J'ai mis des Gabonais en dessous, et on a commencé à petit à petit être dans le BTP. Je me suis restructuré. De Mika Transport, je suis passé à Mika Service. Regardons cet appel d'offres. Je dis, c'est intéressant. Quelqu'un me dit, oh là là, c'est un contrat de 7 ans. Pas 5, 7 ans. C'était, je pense, une douzaine de milliards, une quinzaine de milliards. Je dis, est-ce que je suis capable ou pas? Bon, je dors, je réfléchis, je dors. Comme a dit le patron la dernière fois à l'Assemblée, il y a un songe, un rêve. Il me dit, il faut y aller. Je dis, il faut y aller, oui. Je me renseigne autour. Et comme je faisais de la production de l'énergie pour le compte de RTL, j'ai acheté des groupes électrogènes, je les installés sur tous les pylônes, tout l'ensemble du pays. Donc je savais comment brancher les groupes électrogènes pour la production, pour donner de l'énergie, pour que vous ayez des relais au niveau des panneaux solaires. Je pose la question à un ami, il me dit, vous êtes nombreux, Enelec, Sogec, Mika Service, mais ça va être compliqué. Je dis, ouais, c'est pas grave, hein, tout ce qui est compliqué m'intéresse, j'ai déjà fait avec les routes, je ne savais pas, pourquoi pas. Et je me dis, je m'attache des compétences. Je suis allé voir 2 anciens de la SEG en production d'eau, M. Miko, paix à son âme, qui était directeur de l'eau, et M. Hert, connaissait Hert de la SEG. Je vais les voir dans leur cabinet, je dis, écoutez, j'ai envie de répondre à un appel d'offres. Produire l'eau et l'électricité le long du chemin de fer Libreville-Franceville. Un gros contrat de 7 ans, lancé par Citrag. Il me dit, ah bon? Mais nous, on est dessus. J'ai dit, non, laissez. Et j'ai menti. Le DG m'a envoyé venir prendre ça. Mettez-vous à côté de moi et puis on va travailler ensemble. Tu as des... J'ai dit, oui, le DG m'a dit, c'est bon, il peut me donner, à condition que je présente quelque chose de bien. Effectivement, M. Hert, en matière d'électricité, il fallait produire le coût unitaire de l'électricité, sorti groupe électrogène, et puis de l'eau. Mais l'eau, il fallait faire tous les forages, à partir de Libreville, Toum, jusqu'à Franceville. Toutes les stations de Cetrac, toutes les gares. Alors, il faut être résilient dans la vie et il faut y croire à ce que l'on fait. Au cours de l'appel d'offres, je me retrouve en tête pour l'électricité et j'avais Enelec en face pour l'eau. Moi, j'avais l'électricité et l'eau. Et puis dans la salle, le DG de Cetrac, c'était un Européen, M. Coutin. On fait le dépouillement et Mika et Enelec, l'eau c'est un. Mais nous sommes dans la même concession. Et ils lui disent que non, ce n'est pas intéressant, il faut qu'il y ait un seul opérateur. Parce que l'eau, les puits, il fallait faire tous les forages, c'est-à-dire qu'il fallait faire les forages, il fallait retourner l'eau, il fallait ramener aux normes OMS, le PHD, aux normes OMS. Soit vous avez la qualité de l'eau qui était argileuse, il y avait les mines, le manganèse, la latérite, donc il fallait corriger, il fallait changer le mécanisme. En fonction du puits, les filtres n'étaient pas les mêmes. Ah, on dit, oh, il faut faire venir une boîte de France qui est installée à Saint-Étienne. Monsieur Abeke rentre dans la salle pour le machin, il me voit. Mais vous faites quoi ici? J'ai dit, monsieur, j'ai participé à l'eau et à l'électricité. Vous êtes là-dedans? J'ai dit non, je vais apprendre. Il me dit décidément. Hein? J'ai dit, ah, monsieur, décidément, oui, mais j'ai vu l'appel d'offres, il faut que je participe. Et puis pour aller dans les chantiers chez vous, il faut avoir un tractopelle, un camion, faire les routes, aller faire les forages. Il me dit, OK. Il a le rendu de l'appel d'offres. Il dit, non, je ne veux qu'un seul prestataire dans tous les sites de Cetrac, pas 2. Parce que l'expérience avait montré quand ils étaient 2 ou 3, les responsabilités n'étaient pas bien connues et puis ça avait posé des problèmes. Alors, on nous dit, et ne dites pas ce que je dis, on est tellement nombreux, j'espère que la presse n'est pas là. Il appelle son directeur général et je pense que le mot d'ordre, c'était la préférence nationale. DG m'appelle, il me dit, mettez-vous à ce niveau-là pour l'eau. Je regarde. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, vous vous mettez là.
J'en parle à M. Minko. Il me dit oui, c'est faisable. On refait les calculs. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont reçus dans la salle. Ils ont dit, allez, repartez avec vos donations. Allez, repartez. Et puis vous avez 15 minutes pour réfléchir. On est revenu. J'ai récupéré l'eau et l'électricité. Il fallait à peu près plus de 15 milliards d'investissements. Tous les groupes, tous les forages. 15 milliards d'investissements. Et vous savez qui m'a donné le crédit? Vous imaginez qui? Ben, je cite plus son nom. BGFI, à l'époque, m'avait prêté jusqu'à 25 milliards. À l'époque. MICA est créé en 1996. De fil en aiguille, je me suis étoffé. De MICA Service, j'ai débauché pas mal de personnes, notamment mes adjoints. Je me suis équipé des compétences. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce qui était MICA Service, j'ai racheté Transform. J'ai débauché la DG de Transform. J'ai créé société aussi de courtage. La dame est dans la salle, à qui j'ai cédé gratuitement mes parts, donc elle vole de ses propres ailes. Et on a une autre société aussi qui fait dans le transport de produits pétroliers par barge. Non, c'est pour vous dire que dans la vie, il faut croire. Et je pense que nous avons des capacités. Et c'est ce que je disais au professeur hier, au recteur de l'université, que je suis dans mon bureau à la FEC. Il faudrait que nous ayons tous les coudées franches. Il y a de la place pour tout le monde. Les banques veulent m'accompagner. Il faut qu'on se restructure. Je suis obligé de me restructurer parce que je ne peux pas tout faire. Voilà pourquoi je me suis entouré des compétences. Entre 2010 et 2014, nous étions 1600 dans le groupe. 1600 employés. Vous connaissez les problèmes. Il y a 14 ans, c'était difficile. On est redescendu à 50. Aujourd'hui, le groupe est remonté à près de 1000 et nous avons 2000 employés sous-traitants autour de nous. Donc, aujourd'hui, vous avez, j'espère qu'ils sont dans la salle, je crois qu'on a une vingtaine de sous-traitants ou trentaine de sous-traitants autour de MICA. Il y en a qui font jusqu'à 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter, il faut se lancer, mais il faut avoir la conviction. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce que l'on fait. Je ne suis pas logisticien, je ne suis pas dans le BTP, j'apprends tous les jours, je me suis entouré de compétences. Et je vous assure, travailler pour soi-même, c'est un plaisir. Boire l'eau sucrée avec le pain pour rembourser ses échéances, c'est exaltant et c'est bien. Il faut passer par là. Vous avez des rejets de la banque. Vous savez que c'était... Parfois, je n'arrivais pas à faire les salaires. La dame de BGFI là-bas, elle me rejetait parce que le temps que mon fournisseur paye, mon client plutôt paye les factures, c'était difficile. Et au jour d'aujourd'hui, on a racheté Colas, BGFI nous a soutenus. Venez, il y a de la place pour tout le monde. Je vous assure qu'il y a des gros chantiers. Le président fait un gros effort, le président fait confiance aux opérateurs économiques. Mais attention, soyez membre de la FEG, parce que je ne défends que ceux de la FEG. Tout à l'heure, Eric vous a demandé de vous inscrire à la FEC, il faut le faire. Je ne suis pas un exemple, mais je pense que je peux apporter mon expérience pour que tout le monde fasse. On a l'agriculture, on a l'élevage, on a le poulet. Nous avons demandé au niveau de la FEC que d'autres viennent, ceux qui ont des ambitions, on veut les accompagner, ils ne sont pas venus. Il faut venir. Il y a beaucoup de choses à faire. On a des carrières aujourd'hui. Et il faut qu'il y ait des carriéristes, il faut que des gens achètent des concasseurs pour fabriquer le caillou. Mais vous ne voulez pas vous lancer. Sachez prendre des risques. Et je vous assure que lorsque vous saurez prendre un risque, vous allez réussir. J'en ai terminé. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion de ce panel que ce magnifique témoignage du président Alain Kouakoua. Je vous prie de l'applaudir une fois de plus. Alors, nous sommes tenus par les délais. N'oublions pas que nous avons nos ateliers qui vont commencer. Il y a une petite pause déjeuner.
Elle va être raccourcie d'environ 30 minutes. Donc, il serait souhaitable que nous revenions autour de 13h30 pour boucler autour de 16h30 et revenir vers 16h45 pour la plénière de clôture.